Welcome! Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons examiner le système des prisons privées aux États-Unis. Dans ce troisième épisode sur le système carcéral américain, nous allons voir comment le système des prisons privées à but lucratif, qui fait partie intégrante du paysage correctionnel américain, a un impact sur le nombre de personnes incarcérées ainsi que sur le système législatif en lui. Alors comme tu peux le voir, j'ai ressorti la petite chemise, le petit chignon parce que je suis rasée de près, alors j'en profite. Et en plus, pour aujourd'hui, comme on va parler de prisons privées, but lucratif, big corporations, on va avoir Corporate Alley. Pour cette vidéo, toutes mes sources viennent encore du site génialissime sentencingproject.org. Moi, je l'ai imprimé juste là. Voilà, j'aime bien travailler encore sur du papier. C'est un document qui fait à peu près 22 pages, donc encore une fois, je dis pas tout. J'ai gardé certaines informations en fonction de ce qu'on a déjà dit sur le système carcéral pour vraiment se concentrer sur l'influence sur le système législatif et aussi sur les élections, qui est élu, pourquoi, comment. Comme on a pu le voir dans la vidéo précédente, les peines minimales obligatoires ainsi que la War on Drugs ont eu pour conséquence une augmentation rapide de la population carcérale depuis les années 80. Et bien évidemment, comme ce sont des fonds publics qui payent les prisons, cet accroissement de population est devenu un fardeau de plus en plus grand pour le secteur public américain, ce qui a eu pour résultat l'émergence des prisons privées et leur argument de réduction des coûts. Parce que War on Drugs, c'est 1982, et la création d'une des premières entreprises de prisons privées, c'est 1983. Et donc ce qui est marrant, c'est que à ce moment-là, personne s'est dit que c'était quand même un peu bizarre qu'il y ait des gens qui veulent faire de la thune et qui proposent de s'occuper de prisons pour moins cher que l'État. Tout en dégageant un bénéfice, bien sûr. Je savais pas qu'en école de commerce, on apprenait à faire ça, moi. Si t'es prêt à en savoir plus sur le monde de l'Amérique des grosses entreprises et du bénéfice et les joies du capitalisme, en route pour la vidéo! Commençons par illustrer la croissance du phénomène des prisons privées avec quelques chiffres en anglais. In 2016, 8.5% of all inmates, 128,063 persons, were housed in private prisons. In 2017, 73% of all people held in immigration detention centers, 26,249 persons, are held in the private sector. Over a period of 16 years, private prisons' population grew 5 times faster than the total prison population, and the number of immigrant detainees more than quadrupled. On this map, we can see the distribution of all the states that use private prisons. They represent 43% of all prisons in New Mexico and 39% in Montana. On account of safety issues and cost cutting, 8 states stopped using private prisons between 2000 and 2016. On the other hand, 5 states starting using private prisons over the same period of time. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces chiffres? Bon, déjà, je voudrais que tu gardes en tête que même si on parle que de 8% des prisonniers en prison privée, ça représente quand même environ 130 000 personnes, soit à peu près la population d'Amiens. Ensuite, le secteur des prisons privées a clairement profité du changement des politiques liées à l'immigration, puisque c'est là que le système de prison privée a connu la plus grande augmentation sur ces 20 dernières années. Parce que même si les chiffres s'arrêtent en 2016, on pense bien que l'augmentation a continué pendant la présidence de Trump suite à ses politiques sur l'immigration. Et enfin, je sais pas pour toi, mais moi je trouve quand même que la répartition des États qui ont commencé à avoir recours aux prisons privées, c'est un petit peu bizarre. Quelles sont les chances pour que tous les États se trouvent à l'est des États-Unis? Moi je trouve ça quand même vraiment bizarre. Est-ce qu'il y a des sénateurs qui ont été un petit peu, dont on a graissé la papate? Je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait creuser là-dessus. Si tu as des réponses, je veux bien que tu nous les apportes en commentaire. Maintenant, nous allons parler un petit peu des leaders du marché des prisons privées.
comme je te l'ai dit dans l'épisode précédent, c'est surtout la présidence de Ronald Reagan et sa War on Drugs qui ont eu un impact sur la quantité des personnes emprisonnées. Commençons par les promesses des prisons privées pour obtenir des contrats gouvernementaux. Et ça, je t'en parle en anglais. To justify privatization, the main argument is that for-profit facilities would be more efficient at managing facilities and maintaining the quality of services than publicly run institutions. Which raises the question, are these claims true? As early as 1996, a first study by the US General Accounting Office concluded that there is no substantial evidence that savings have occurred since the government started to privatize the prison system. These results were replicated in 2009 by another study which inferred that cost savings from privatization are not guaranteed. Ah ouais, gérer des prisons, c'est pas rentable. Qui l'eût cru? Non mais, plus sérieusement, ce qui se passe avec la privatisation des prisons, ça montre bien qu'il y a quand même des conflits d'intérêts entre le domaine public et le bien-être de la population, même celui des gens emprisonnés, et la question de la recherche du profit. Parce que clairement, quand on veut faire des petits sous-sous avec tout et qu'on veut réduire les coûts à tout prix, on peut pas forcément offrir une qualité exceptionnelle de service. En un peu plus d'une décennie, on s'est assez vite rendu compte que la privatisation des prisons, c'était pas une bonne idée. Mais alors, quelles ont été les conséquences du maintien des prisons privées sur le système carcéral? On voit ça en anglais. First, let's talk about the consequences for the detainees. Private-run facilities are known for safety-related issues. Being in a private prison doubles the risk of assault. The quality of services is also lower. It affects the programs and activities taking place in the prison, the food and health. When it comes to COs, correctional officers, they earn less money. They lose $23,850 a year on average, compared to the same job in a public-run facility. They also have less benefits, like paid holidays or social security. Finally, their training is not adapted to the reality of their job, which results in a more dangerous workplace. Donc si t'as vu Orange is the New Black, t'auras vu un petit peu tout le processus dans la série. Alors si ça t'a semblé abusé dans une série de fiction, je te laisse imaginer les vrais humains qui subissent ça. Je t'entends déjà, toi qui es assis au fond de la classe, côté fenêtre, me dire que on parle quand même de criminels, c'est des gens qui méritent bien de se faire agresser, de manger de la bouillie immonde ou bien de ne rien avoir à faire de la journée histoire de bien réfléchir à ses mauvaises actions. Oui, alors chacun a le droit d'avoir son point de vue, je vais pas te dire que ton point de vue n'est pas valable si tu penses comme ça, mais pour moi, c'est quand même un point de vue qui tient seulement si on déshumanise complètement les prisonniers. Dis-toi que les prisons à but lucratif profitent bien de cette déshumanisation pour maintenir leur business et se remplir un petit peu les poches au passage. Parce que oui, si on rogne les coûts où on peut, quitte à ce que ça ait un impact sur la qualité de vie de millions de personnes, je te rappelle qu'on parle à peu près de la population de la ville d'Amiens, c'est pour que les actionnaires gagnent de l'argent. Et comme on gagne de l'argent avec l'emprisonnement des gens, notre intérêt, c'est donc bien de voir le plus de personnes possible passer le plus de temps possible entre nos mains. D'ailleurs, dans un rapport annuel de 2010, l'un des leaders du marché, CoreCivic, dit que leur activité, et là je vais lire, dit que leur activité dépend de nombreux facteurs qu'ils ne contrôlent pas et que la demande peut être influencée par, attention lecture, un relâchement dans l'application des lois, plus de clémence dans les condamnations et les modalités de libération sur parole, et la décriminalisation de certaines activités, typiquement l'usage de drogue par exemple, c'est-à-dire qu'on dépénalise la consommation de cannabis dans un certain nombre d'états, c'est légal, ça c'est pas bon pour les prisons privées parce que si on n'a plus de fumeurs de bœuf à enfermer en prison, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, je pense tristement à Pussy Washington qui est l'exemple parfait de ces personnes qui se font arrêter parce que elles ont un petit peu de marijuana sur elles et puis allez, 5 ans de prison, vas-y, remplis-nous les poches. Donc si ces 3 points-là sont mis à part, c'est parce que le groupe pense avoir un moyen d'influer sur ces points-là. Et je t'explique comment.
en anglais. ALEC stands for American Legislative Exchange Council. The members are corporations like McDonald's, Walmart, Monsanto, or Coca-Cola. They pay a yearly membership and they can make additional donation. Then, ALEC sends drafts of legislative projects which may or may not be in the financial interest of their members. Accepting draft laws from ALEC offers an advantage to legislators because they can have campaign contributions from ALEC members or even get a job in their companies. When CoreCivic, former known as Corrections Corporation of America, was a member of ALEC until 2010, they promoted policies that support minimum mandatory sentences, the three strikes laws, as well as legislations that aim at increasing the number of detainees in immigration centers. Ah bah tiens, c'est bizarre, on n'en a pas déjà parlé des three strike laws et des peines minimales obligatoires? Les prisons privées auraient un petit lien avec ces lois? Étrange. C'était donc pas une idée de politicien, c'était pas pour garder les citoyens américains plus sûrs. Il y avait des intérêts économiques derrière. Ok, d'accord. Mais bon. CoreCivic, qui s'appelait Corrections Corporation of America, et l'autre leader, le groupe GEO, ne sont plus membres de cette association, ALEC. Donc, il va peut-être y avoir du changement au niveau des lois. Mais vous inquiétez pas, ils ont déjà commencé à investir dans d'autres types d'activités comme la surveillance de bracelets électroniques et tout ce qui est incarcération à la maison. Et on va donc continuer sur le sujet de l'influence de ces entreprises sur le vote des lois et le financement des campagnes en parlant de l'impact des gouvernements Obama et Trump sur le système carcéral. During Obama's second term, in 2014, there was a small decline in the total federal prison population, which led to a decision to phase out federal private prison contracts in 2016. After the announcement, the price of stocks dropped by 50%. Trump's presidency is a different kettle of fish. In February 2017, his Department of Justice announced the reversal of the 2016 plan. Later, the same Department of Justice sent a directive to prosecutors to focus on the most serious cases and demand tough sentences in federal lawsuits. This decision was followed by an increase of 50% of the stock prices. Later that same year, in May, the DOJ, Department of Justice, demanded an increase of 1,600 beds in private immigration detention centers. Last but not least, in Trump's 2018 proposed budget, Congress requested $1.2 billion for an extra 15,000 beds in private immigration detention facilities run by CoreCivic and the GEO Group. Did he or member of his government benefit from these decisions? Many private prison companies supported Trump's campaign financially. A USA Today article mentions the sum of $22 million from the GEO Group only. These corporations knew they would benefit from his election. And they did. Remember the $1.2 billion? And there's more. The GEO Group also contributes to increasing Trump's personal wealth by holding their annual meeting at his private golf club in Florida. Alors moi, ce que je trouve marrant, c'est que on a donc Obama qui a fait un certain nombre de choses pour essayer de diminuer le nombre de personnes en prison, ce qui a mené à une décision d'arrêter complètement les contrats au niveau fédéral pour les prisons privées, et hop, bizarrement, les actionnaires étaient pas contents, le prix des actions a chuté, puis après on a Trump qui revient et qui, pour les raisons qu'on a pu voir, qui a l'air d'être très copain avec les gestionnaires de ces entreprises-là, qui fait réaugmenter le prix des actions et qui s'arrange pour leur mettre plein de sous dans les poches puisque c'est un petit contrat qui va dans les deux sens. Et j'ai envie de dire que ça fait quand même un beau petit paquet de sous-sous, hein. Ça doit être sympa d'être le pote du président. Bon, alors, c'est vrai qu'en regardant ces infos-là, Trump est quand même bien plus pourri que je le pensais. Parce qu'il a bien aidé ses copains qui sont dans le business de l'incarcération de masse quand même. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Donc, avec nos 3 vidéos sur le système carcéral américain, on va être enfin prêt pour
la semaine prochaine, dans quelques jours, bientôt. Le planning des sorties est toujours aussi aléatoire. Un petit grain de folie dans votre planning bien organisé. Donc on a nos 3 vidéos qui posent toutes les bases de tout ce qu'il y a à savoir. D'une grande partie des choses qu'il y a à savoir sur le système carcéral américain. Et donc dans la prochaine vidéo, on va enfin voir notre petite chanson. Alors, est-ce que tu as pu deviner de quelle chanson on allait parler? Sinon, je vais te laisser quelques petits indices supplémentaires. C'est donc un groupe qui a une forte conscience politique, citoyenne et je dirais humaniste. Ils sont 4 et ils sont originaires de Los Angeles. Si t'as appris quelque chose ou que t'as aimé cette vidéo, je te laisse me mettre un pouce bleu. Et ça compte pour toi aussi, papa, s'il te plaît. Mon fan numéro 1, mets un petit pouce bleu. Ça m'aiderait bien. Merci de regarder mes vidéos, papa. Si tu l'as regardé jusqu'à la fin, mais c'est trop mignon, on adore les papas. Tu peux aussi t'abonner si tu veux continuer à apprendre l'anglais avec moi. Partager si tu connais des gens qui sont intéressés par ce sujet. J'espère te revoir au prochain épisode. Allez, see you later, human!